François Hollande, aux côtés de Benyamin Netanyahou, a donc admis en début d'après-midi des failles dans l'affaire Mera. Et c'est vrai, on dit de Millot, bonsoir, vous êtes journaliste à Libération. Quand on lit votre enquête de ce matin, on est un peu atterré. Vous dites que les agents toulousains qui ont interrogé Mera se doutaient, eux, qu'ils pourraient être impliqués, mais personne ne leur a fait confiance. Oui, alors il y a plusieurs stades dans ce qu'il raconte. Il y a au départ où ils se rendent compte de plus en plus de la dangerosité de Mohamed Merah suite à des surveillances, donc des constatations sur son comportement, sur ses liens établis avec des filières djihadistes. Et donc à ce moment-là, ils se disent qu'il faut signaler Mohamed Merah au parquet antiterroriste. Donc ils le considèrent comme fortement dangereux. Ça, c'est le premier stade, c'est le 15 juin 2011. Et là, il n'y a aucune réponse, aucune réaction. C'est-à-dire qu'ils transmettent à leur hiérarchie parisienne et ils disent qu'ils n'ont eu aucune réponse. Ensuite, il y a eu les premiers faits, les militaires qui ont été tués. À Montauban. Voilà. Et là aussi, il ne se passe rien. Alors, ça, c'est le 15 mars 2011. Il y a en fait le patron du renseignement toulousain qui se rend de son propre chef, de sa propre initiative. Il va à Montauban et il dit je voudrais participer aux réunions. Parce qu'il se doute de quelque chose. Oui, il a dit au juge qu'il avait l'intuition d'une piste djihadiste. Il le dit clairement, il essaye de participer aux réunions et on lui dit ce n'est pas nécessaire. Et là, il dit une chose assez forte aujourd'hui. Il dit « Je regrette qu'on ne m'ait pas montré les vidéos qui étaient disponibles ce jour-là, le 15 mars, les vidéos donc, du tueur qui a tué les militaires, parce qu'on aurait peut-être pu, enfin, il fait entendre comme ça, on aurait peut-être pu reconnaître Merah. » Il dit cela parce que le 20 mars, donc 24 heures avant le début du siège, du siège avant qu'on aille rue du Sergent Vignier où habite Merah, il voit enfin cette vidéo, donc trop tard, après la tuerie. Et là, il y a un de ses chefs opérationnels qui dit à 80% c'est Merah. Et donc, ce patron toulousain dit si on lui avait montré le 15 mars, il aurait peut-être dit la même chose à 80%. Et c'est on Merah. aurait pu éviter la tuerie de l'école juive. Sous-entendu, vraiment, c'est assez clair dans la façon dont il s'exprime. À un moment, il cite quand même le nom de Merah et sur une liste, je crois, qu'il donne. Et là non plus, il n'y a pas de recoupement avec l'adresse de l'ordinateur de Merah qu'on a. Tout à fait. Alors, c'est l'adresse, techniquement, c'est l'adresse de l'ordinateur de sa mère. De la mère de Mohamed Merah, oui. Cela dit, si cette liste donc d'environ 500 adresses avait éventuellement été fournie, confrontée avec ce que savait le renseignement local toulousain, la mère de Merah, ils la connaissent très, très, très bien, puisqu'ils connaissent toute sa famille, ils la surveillent. Lui, il n'a pas accès à ça, et lui, il fournit de son propre chef, c'est-à-dire qu'on lui demande pas, on lui demande plutôt d'explorer la piste de l'ultra-droite, voilà. De son propre chef. Ils insistaient sur la piste de l'ultra-droite. C'est ce qu'il dit encore une fois. Et lui, de son propre chef, dit non, dit oui, bien sûr, mais il fournit en plus une liste sur la piste à la piste, de 6 noms, dont le nom de Mohamed Merah. Quand on voit les séries, les experts, etc., on se dit qu'en France, mais on n'est vraiment pas au point. On ne peut pas croiser des listes de suspects avec des listes d'ordinateurs. Alors, je suis d'accord avec vous, quand on voit, au stade où on en est, on a l'impression d'une forte incompétence. Je le dis d'autant plus qu'il y a eu un rapport de la police des polices, d'IGPN, qui dit les mots défaillance, qu'il le répète plusieurs fois, erreur de pilotage, etc. Donc, après, l'argument seul de l'incompétence, à ce niveau de responsabilité, je suis comme vous, je le trouve difficilement recevable. Mais effectivement, visiblement, n'ont pas fait un certain nombre de choses. Mais c'est quoi ? C'est un manque de considération pour les policiers toulousains de la part de la hiérarchie On a l'impression que c'est une erreur de fonctionnement interne à la DCRI, qui est une structure récente, qui est née de la fusion entre la DST et les renseignements généraux, qu'il y a deux cultures qui coexistent. Ça encore, je le dis d'autant plus que le rapport de l'IGPN le souligne, qui disent on voit encore la double origine, que la culture plus analytique, DST, etc.,
situe là clairement dans l'attitude de Paris et que le côté renseignements généraux, c'est plus l'attitude des policiers toulousains et qu'ils n'arrivent pas à se rencontrer dans leur façon de fonctionner. Ils essayent de communiquer puisqu'il y a des notes qui sont envoyées de Toulouse vers Paris, mais pas de réponse, et qu'après il y a des notes qui sont envoyées de Paris vers Toulouse, mais que cette note-là, Toulouse la trouve totalement incohérente puisque c'est une note qui envisage d'évaluer Mera pour en faire un indicateur. Et de le recruter. Voilà, d'abord de l'évaluer pour voir si on peut le recruter. Alors justement, on a Jean-Marie Ponto, rédacteur en chef investigation de l'Express, qui est en ligne avec nous. Est-ce que vous croyez, Jean-Marie Ponto, à cette piste d'un recrutement de Mera, ce qui pourrait expliquer qu'à partir d'un certain temps, on le surveille moins, on fait moins attention à ses faits et gestes? Bon, je crois qu'ils ont dû, évidemment, à un moment donné, après la rencontre qui a eu lieu, le moment important, c'est le moment de cette rencontre, parce qu'il a été suivi, observé pendant 4 mois, et là, la DCRI locale fait un assez excellent travail en identifiant. Et encore une fois, il n'y a aucun élément qui tende à penser qu'il va passer à l'acte ou qu'il passe à l'acte. Il faut quand même être assez prudent, parce que c'est facile de refaire l'affaire à l'envers après. Oui. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a un moment d'estimation. Et il y a un moment d'estimation, soit on le met au judiciaire, on ne le met pas. Apparemment, on décide qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le transmettre au judiciaire. Et le deuxième moment, c'est effectivement quand Mera est entendu par 2 personnes qui viennent de Paris et qui l'entendent longuement. Et là, il y a indiscutablement une erreur d'appréciation. C'est-à-dire qu'ils ne sentent pas, ils ne voient pas la dangerosité de ce personnage. Simplement, ce qui est assez paradoxal, c'est que là encore, il y a un retard, qui est un retard des systèmes aussi de renseignement. C'est que quand 2 mois après, il demande en disant peut-être qu'on pourrait l'évaluer pour le recruter. Et le responsable local de Toulouse, et ça c'est aussi troublant quand même, parce qu'il faut prendre aussi du recul par rapport à ce que disent les personnes de Toulouse, qui tentent aussi à minimiser leur rôle, ce qui est assez normal. Et les personnes de Toulouse disent, nous, on a estimé que non, on n'allait pas l'estimer, qu'on n'allait pas le recruter parce qu'on pensait qu'il n'était pas fiable et qu'il n'était pas un agent potentiel. Ce qui est d'ailleurs vraisemblable. Donc il n'y a jamais eu de phase active de recrutement pour en faire un informateur, un indicateur. Simplement, c'est vrai qu'à ce moment-là, la machine s'arrête, la machine de surveillance s'arrête donc en février, et qu'un mois après, pratiquement, il va connaître les premiers actes. Jean-Marie Ponto. Oui. Jean-Marie Ponto, quand François Hollande, comme aujourd'hui, promet la vérité, est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut obliger la DCRI à parler? Oui, moi je crois qu'on peut obliger la DCRI à parler, on peut déclassifier ce qui a déjà été en grande partie déclassifié des éléments de la DCRI, mais on peut aussi, et ce qui est un autre élément très important dont on parle moins, c'est déclassifier les notes de la DGSE, des services extérieurs. Parce que par rapport à tout ça, il y a un élément très fort, c'est que les Américains avaient capté des éléments comme Mera était dans les zones talibanes où il aurait été entraîné. Bon. Et ça, on ne sait pas quand les Américains les ont transmis aux Français. Et la DGSE sait un certain nombre de choses sur cette affaire qu'elle ne donne pas parce qu'elle est protégée par le secret défense. Et on ne pourra aller au bout de la vérité de cette affaire que quand on aura les éléments déclassifiés par les services de renseignement extérieur. Merci beaucoup Jean-Marie Ponto, et encore une fois François Hollande aux côtés de Benyamin Netanyahou aujourd'hui a promis la vérité. Ondine Milot, je crois que vous revenez de Nice et que vous avez vu l'une des victimes de Mera, le seul survivant en fait de la tuerie de l'école qui avait été touché il a une quinzaine d'années. Comment est-il aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai rencontré Brian Bijawi tout à l'heure à Nice. C'est un garçon qui m'a beaucoup touchée par son courage et voilà, par sa force de vie. Il va pas forcément il va pas très très bien. Enfin voilà, à la fois il a des séquelles physiques et puis à la fois il le dit, c'est très dur psychologiquement. Il dit qu'il vit avec les victimes qu'il connaissait très bien et qu'il a vu mourir sous ses yeux et qu'elles sont maintenant avec lui et en lui. Et vous publiez son témoignage demain dans les pages de Libération. Tout à fait. Dont on a vu la une avec cette accolade entre François Hollande et Benyamin Netanyahou. Merci beaucoup, Ondine Milot, de votre témoignage ici sur le plateau d'LCI.